Quelques lignes d'Arbel Barguillet, Haute-Loire, extraites de son livre Proust et le miroir des eaux. Curieusement, il y aura deux Venise pour Marcel Proust. Celle qu'il a connue et visitée en compagnie de sa mère, de Reynaldo Hahn, l'ami fidèle, et de sa cousine Marie Nordinger, artiste peintre, en avril-mai 1900, et qu'il reverra seul la même année en octobre, mais en faisant un large détour par Padoue afin d'y admirer les fresques de Giotto et la Venise transposée mais non pas magnifiée ou idéalisée de la recherche. Oui, la Venise de la Bible d'Amiens et de Ruskin en quelque sorte est celle de l'œuvre. On le sait, Venise est par excellence une tentation de l'écriture. Sédante et fascinée par la vision infernale de l'Arsenal, comme le sera Marcel à son tour, Pétrarque, séduit par les beautés de la cité villageoise et marine, de la ville des révélations et des mystères, Comines, émerveillé par le grand canal et ses palais, Montaigne, saisi par le spectacle de la place Saint-Marc, Joachim du Bellay, qui évoque en un sonnet sarcastique les épousailles de la mer, Montesquieu, qui déplore que cette ville ne nous engage pas à être aimables et vertueux, Charles de Brosse, qui trouve le palais des Doges d'un style exécrable, Goethe, qui lui préfère Rome, Shelley, qui plonge avec délice dans la noire et magnifique poésie de la cité lagunaire, Madame de Staël, qui trouve Venise éblouissante, George Sand, qui y vit auprès de Musset des amours tumultueuses, Théophile Gautier, qui nous décrit la douceur de ses clairs de lune, Taine, qui se contente de l'admirer comme une femme fatale, Stendhal, qui pense un moment s'y installer, Edmond et Jules de Goncourt, qui lui consacrent des pages enthousiastes, alors que Henry James, avec les carnets d'Asperjon et les ailes de la colombe, élève Venise au rang de mythe littéraire. De Marco Polo à Jean d'Ormesson, elle est longue, la liste des écrivains qui ont parlé d'elle, fascinés par les mystères qu'ils y devinent, mais également troublés par ses faiblesses. Ainsi, Balzac qui voit la mort s'y profiler, Maurice Barrès et Zola qui parleront de son isolement au milieu des flots et en évoqueront la disparition dans une vision aussi mélancolique que tragique. Et je ne saurais oublier Chateaubriand, qui vint en 1806, découvre une Venise meurtrie et à l'abandon et s'écrie « Que ne puis-je m'enfermer dans cette ville en harmonie avec ma destinée ?» Aussi Proust, qui rêve de Venise, ne fait-il rien d'autre que de se couler dans une longue lignée de célébrants pour lesquels la Sérénissime est une source d'inspiration inépuisable. On sait que son voyage à Venise fut envisagé par les pèlerinages ruskiniens qui lui avaient fait découvrir l'esthétique du philosophe anglais, sorte de médiateur entre l'art et l'homme, et dont il se consacrait à traduire la Bible d'Amiens, ne serait-ce que parce qu'il partageait avec le Britannique une égale exaltation pour le rôle capital et la nécessité sociale du poète, et la même conscience douloureuse du temps. Accompagné de sa mère, il descendit non au Dianelli, mais à l'Hôtel de l'Europe, devenu depuis lors le siège de la Biennale, où une photo nous le montre assis dans un fauteuil d'osier sur le balcon de l'hôtel qui ouvrait sur le Grand Canal. Dans cette Venise délivrée depuis 1866 de l'occupation autrichienne et devenue italienne à part entière et capitale de la Vénétie, où sa venue avait été à plusieurs reprises différée, il s'y rendait en 1900 avec des valises chargées d'une véritable bibliothèque ruskinienne pour y retrouver Reynaldo et sa cousine Marie, tous deux logés au palais Fortuny Madrazo.
Raymond Madrazo fit ses petits-fils de peintres à la cour d'Espagne, ayant épousé Maria-Anne, sœur du compositeur. Proust élabore alors une doctrine selon laquelle une œuvre doit être à la fois l'exposé d'une théorie et l'invention d'une fiction. De même qu'il considère que le monde n'est plus un bien à conquérir, mais une apparence à élucider. La découverte de Ruskin grâce à l'ouvrage de Robert de la Siserane, Ruskin et la religion de la beauté, après celle d'Emerson et de Carlyle, l'incitait à s'interroger sur la conception des formes littéraires et esthétiques. Certes, le temps perdu n'est encore qu'à l'état de projet, mais le voyage à Venise sera en quelque sorte le passage obligé de la maturation qui, progressivement, le conduira de Jean Santeuil, dont il ne parvient pas à mener à bien la réalisation et dont il abandonne la rédaction après ce premier voyage à Venise, à Du côté de chez Swann, qui ouvrira la recherche. C'est en analysant la pensée de Ruskin, comme il l'avait fait de celle d'Edgar Poe et de Baudelaire, que Proust affermit le lent cheminement de sa faculté créatrice et de sa vocation littéraire. L'idée d'une construction ne le quittait plus, et dans sa traduction de Ruskin, l'écrivain cherchait déjà la forme future de son œuvre, si bien qu'il appliquera bientôt, pour son propre compte, les principes sur l'art que lui a transmis le philosophe et sociologue anglais. Oui, à Venise, tout est en état de gestation. Ruskin est l'étincelle qui incite Proust à passer de l'expérience de critique à celle de narrateur. Par ailleurs, il ne manquera pas d'appliquer à la genèse d'un livre la genèse des monuments architecturaux et concevra son œuvre romanesque à la manière d'une cathédrale médiévale, élaborée de la base au sommet en sorte que sa composition soit dans votre tête avant d'être couchée sur le papier. Toute œuvre, quelle qu'elle soit, doit être le fruit d'une création volontaire et obéir rigoureusement à un ordre et une méthode. C'est bien la raison qui a voulu que le commencement et la fin de la recherche soient envisagés et combinés ensemble. N'écrivait-il pas à Madame Strauss dès 1901 « Je viens de commencer et de finir tout un long livre ». Mais pour l'heure, les 4 voyageurs communient avec un égal enthousiasme au culte du passé, attentifs à surprendre le plus infime détail évoqué par Ruskin, examinant chaque façade, chaque colonnade, chaque fronton, inventoriant les chapiteaux, détaillant les statues, tandis que Madame Proust poursuit son travail de traductrice, que Reynaldo chante des mélodies italiennes et que Marie assiste Marcel dans son travail d'inventaire. En cette heure d'orage et d'obscurité où les mosaïques ne brillaient plus que de leur propre et matérielle lumière et d'un or interne, terrestre et ancien. Les jeunes gens poussent le scrupule jusqu'à demander une échelle afin de distinguer un relief que sans elle ils ne pourraient voir. Leur visite scrupuleuse et attentive de leur sérénissime leur permet d'explorer les strates d'une ville qui a su changer tout en se polissant et dont les caillis virent se croiser les êtres les plus étonnants. Les orientaux enturbanés et les esclavons, les Slaves du Sud qui combattaient pour la Sérénissime, les bateleurs et les acrobates, les princes parés comme des gisants et les sénateurs aux robes écarlates. Proust est envoûté par les palais habités par les souvenirs, ces dédales et impasses qui ouvrent au loin sur la mer, le murmure sourd et monotone du flux venu gonfler les eaux exténuées des petits canaux. Aussi se plaît-il, après le souper, quand sa mère s'est retirée dans sa chambre, à sortir afin d'entrer en contact avec une Venise plus nocturne, plus secrète et presque inquiétante, qu'il découvre en suivant le lacis complexe des caillis. Il y côtoie le petit peuple des artisans et des boutiquiers, des filles rieuses et des enfants encore attardés sur une aire de jeu, surprend la lune, pointée comme un phare sur les façades de marbre, faisant tour à tour saillir les sculptures et ferronneries d'une demeure ou luire le dôme lointain d'un baptistère.
Ma gondole suivait les petits canaux comme la main mystérieuse d'un génie qui m'aurait conduit dans les détours de cette ville d'Orient. Il semblait, au fur et à mesure que j'avançais, me pratiquer un chemin creusé en plein cœur d'un quartier qu'il divisait en écartant à peine d'un mince sillon arbitrairement tracé les hautes maisons aux fenêtres mauresques. Et comme si le guide magique eût tenu une bougie entre ses doigts et m'eût éclairé au passage, il faisait briller devant eux un rayon de soleil à qui il frayait la route. On sentait qu'entre les pauvres demeures que le petit canal venait de séparer et qui eussent sans cela formé un tout compact, aucune place n'avait été réservée, de sorte que le campanile de l'église ou les treilles des jardins surplombaient à pic le Rio, comme dans une ville inondée. Cet extrait, puisé dans La Fugitive, nous décrit une Venise qui n'est déjà plus la ville découverte par le jeune Proust et éclairée par un guide, en l'occurrence Ruskin, mais la Venise dont il se souvient bien des années plus tard, transposée par sa mémoire. Car nous ne connaissons du séjour vénitien que ce que Marine Lortlinger a bien voulu nous en dire, étant donné qu'aucune lettre de l'écrivain, ou quasiment aucune, ne nous est parvenue de ces 2 séjours consécutifs dans la péninsule italienne. Si Proust l'évoque dans l'édition définitive de la Bible d'Amiens, ce n'est qu'en quelques lignes où il nous entretient de « Séjour béni quand avec les autres disciples du Maître, nous allions en gondole dans la Venise, écoutant sa prédication au bord des eaux et abordant chacun des temples qui semblaient surgir de la mer pour nous offrir l'objet de ses descriptions et l'image de sa pensée. » À l'heure de La Fugitive, rappelons-nous que Ruskin n'est déjà plus qu'un personnage proustien assez pâlot, dont on ne retrouve les théories que dans les propos du peintre Elstir et de l'écrivain Bergotte. Proust, ne subissant plus son influence depuis longtemps, bien que celle-ci ait été capitale, n'avouait-il pas à Céleste Albaret, à la fin de son existence, qu'il gardait un souvenir ébloui de son séjour à Venise et considérait la ville et Ruskin comme 2 des découvertes qui avaient le plus marqué son esprit, bien qu'il ne citera qu'une seule fois le nom de Ruskin dans la recherche. Ne faut-il pas, à un moment donné, tuer le père pour exister pleinement, au figuré bien entendu, car désormais Marcel a franchi le pas, son rôle d'exégète et d'érudit ne lui suffisant pas, son génie a pris le relais afin de composer une œuvre à part entière, la sienne. Ainsi s'est-il éloigné du monde et de la vie pour les recréer différemment, et puiser dans sa mémoire et son imaginaire les matériaux en mesure d'édifier sa propre cathédrale, non de pierre, mais de mots. Oui, Venise est bien une étape décisive dans l'existence de Proust, en le mettant sur une voie où il ira plus loin que personne, conscient que l'on ne devient écrivain qu'en se soumettant d'abord à une pensée et à un art extérieur de soi-même, d'autant que l'occasion s'était présentée, grâce à l'incomparable médiateur que fut John Ruskin, de se conforter dans l'idée que la tâche d'un écrivain est de redire, comme le fit Homère, ce qu'il a vu et ce qu'il a senti, de rendre sensible l'âme des choses, tant il est vrai que ce qui est grand se restreint à ce qui est humain. Il évoquera d'ailleurs en 1906 dans un article aussi bien la Venise agonisante de Barrès que la Venise carnavalesque et posthume de Régnier, la Venise insatiable d'amour de Madame de Noailles que la Venise de Léon Daudet exerçant sur toute imagination bien née une fascination unique et une emprise inégalable. Rentré fin mai 1900 à Paris, Proust se consacre avec sa mère à parfaire la traduction de la Bible d'Amiens, tandis que le roman qui contient les moments essentiels de ce séjour ne paraîtra que 27 ans plus tard et 5 ans après la mort de leur auteur. Jeanne Proust, qui avait une connaissance approfondie de la langue anglaise, établira une première version dont la Bibliothèque nationale conserve le manuscrit et que son fils retouchera et annotera abondamment. En 1901,
Marcel remettra sa traduction définitive à l'éditeur Ollendorff, ouvrant sa vie personnelle sur d'autres perspectives. Dans sa préface, il fera preuve d'une érudition rare et montrera comment John Ruskin lui permit de comprendre non seulement l'art gothique, mais l'Italie, puis il s'emploiera à l'oublier, et la page sera définitivement tournée. Il chargera d'ailleurs Marie Nordlinger d'achever la traduction commencée de Sésame et le lys, pour lequel il fera néanmoins une admirable préface consacrée à la lecture. Ainsi en est-il de la Venise réelle, visitée à 2 reprises par un Marcel Proust de 29 ans, vision d'azur et de printemps dans sa splendeur évanescente, gorgée de plaisir et de beauté, en un temps où le jeune homme avouait qu'il n'y a pas de créateur sans un maître, et pour qui le philosophe anglais en était un, parce qu'il savait établir entre les choses et les êtres cette mystérieuse concordance qu'on demande vainement à la science d'analyser. Mais qu'en sera-t-il de la Venise transposée bien des années après par l'écrivain, et que deviendra-t-elle revisitée par son esprit, transformée par ses souvenirs et réanimée par sa mémoire involontaire? Lorsqu'il entreprend la rédaction de la dernière partie de la recherche, soit celle de la fugitive et le temps retrouvé, il est orphelin depuis 10 ans. Agostinelli s'est tué en avion. La France est en guerre. Plusieurs de ses amis ont été fauchés dans les combats et il vit reclus dans une chambre tapissée de liège, veillée par la seule et maternelle présence de Céleste Albaret. Les pages qui vont composer ce qui prendra plus tard le titre de La fugitive sont celles qui le révèlent peut-être le plus intimement, mais surtout apportent un éclairage essentiel sur la structure et la composition sensible de son œuvre. Il est par conséquent intéressant d'analyser la transition qu'opère l'écrivain pour passer de la réalité du voyage à son évocation littéraire. Dans la Venise de la recherche, Albertine apparaît et Madame Proust n'est plus la collaboratrice qui aide son fils à traduire la Bible d'Amiens, mais une femme vieillissante et d'une importance soudain considérable, alors même que la Cité des eaux devient en quelque sorte le temps partagé entre l'œuvre que l'on aspire à écrire et celle qu'on redoute de ne pas achever, symbolisant à tout jamais ce qui ne cesse d'advenir entre le vécu et l'espéré. Certes, le temps presse. La maladie ne cessant pas de gagner du terrain, heureusement, avec la fugitive et bientôt le temps retrouvé, il n'en est plus aux fondations mais aux galeries supérieures, aux rosaces, aux flèches. Autour de lui, lorsqu'il se penche, il voit venant mourir à ses pieds la mer immense des souvenirs. Il entend le phrasé des milliers de pages qu'il a écrites, parfois à bout de souffle, souvent à bout de force. Et cette œuvre, à qui le consacre-t-il, en dehors du temps et de la création littéraire, sinon à sa mère, cette mère qu'il a cru profaner et qui l'ouvre à l'éternité de l'art, qui les fera perdurer ensemble. Et parce que derrière ces balustrades de marbre de diverses couleurs, maman lisait en m'attendant le visage contenu dans une voilette de tulle d'un blanc aussi déchirant que celui de ses cheveux, pour moi qui sentais que ma mère l'avait, en cachant ses larmes, ajouté à son chapeau de paille, moins pour avoir l'air habillé devant les gens de l'hôtel, que pour me paraître moins en deuil, moins triste, presque consolé. Parce que ne m'ayant pas reconnu tout de suite, dès que de la gondole je l'appelais, elle envoyait vers moi du fond de son cœur son amour, qui ne s'arrêtait que là où il n'y avait plus de matière pour le soutenir, à la surface de son regard passionné qu'elle faisait aussi proche de moi que possible, qu'elle cherchait à exaucer, à l'avancée de ses lèvres en un sourire qui semblait m'embrasser dans le cadre et sous le dais du sourire plus discret de l'ogive illuminée du soleil de midi. C'est curieusement une mère en deuil qu'il choisit de nous décrire, probablement parce que la Venise du romancier, si éloignée de celle du visiteur, est hantée de spectres et de fantômes et semble concentrer en elle toutes les douleurs.
Ainsi promène-t-il dans les cahiers désormais embaumés de tubéreuses le chagrin de la mort d'Albertine, auquel s'ajoute la peine inconsolée de la veuve d'Adrien et de la mère profanée. Venise offre à l'écrivain un labyrinthe nocturne, une atmosphère marine où le passé se décompose en une mélancolie poignante qu'aggrave le caractère inéluctable de sa déchéance. Ici, Proust rejoint Balzac, Barrès et Zola, dans la vision d'une Venise qui s'engloutit peu à peu en ses eaux crépusculaires, et dont la mort est annoncée, mais qui, grâce à la plume de l'écrivain, renaîtra de ses cendres, remontera à la surface comme un reflet retrouvé, car, écrivait-il, les années heureuses sont des années perdues, en attente une souffrance pour travailler. En effet, le roman s'achèvera sur une fête quasi vénitienne qui n'ensevelit qu'apparemment ses participants et que la puissance des mots a charge de recréer puis d'éterniser. Parvenue en ce point du roman, la recherche prend une autre dimension, construction en boucle, en spirale, où chaque scène accentue sa force narratrice, où chaque personnage se dévoile et s'épaissit, construction topographique, comme un pavage de mosaïque, et topologique, comme le colossal évangile de Venise. Aussi est-il intéressant de savoir comment ces réminiscences successives vont découvrir des perspectives jusqu'alors inconnues, qui dépassent de beaucoup l'ordre du temps et plongent subitement le narrateur dans une sorte d'extase, un étourdissement que l'on éprouve parfois devant une vision ineffable, suggérée par des désirs qui ne sont connus que de l'esprit. Proust va vivre en effet un événement qui était déjà apparu, comme nous l'avons vu dans le texte cité à l'instant, au début de l'œuvre, mais qu'il n'avait pas encore pris soin d'analyser, considérant comme Chateaubriand et Nerval que ce n'était là qu'un phénomène intuitif, non un séisme d'une importance aussi capitale, de façon à redoubler la signification, celle d'une vie qui a su ressusciter son passé, celle d'un roman qui récapitule et achève sa propre course en se refermant. Cet événement n'est autre qu'une réminiscence nouvelle qui conforte la première, celle de la Madeleine, et se produit au moment où le narrateur de la recherche entre dans la cour de l'hôtel de Guermantes et bute malencontreusement sur un pavé mal équarri. L'impression ressentie comme une vision éblouissante par ce soudain déséquilibre lui procure une félicité étrange et parfaite et fait réapparaître Venise et les dalles du baptistère Saint-Marc, mal équarries elles aussi. Or, cette coïncidence avec ces deux moments de sa propre vie n'est pas le fait d'un simple flashback. Elle est un acte de mémoire qui entraîne l'émergence d'une autre réalité, une irruption dans le temps d'une dimension, écrit-il, extratemporelle. Et presque tout de suite, je la reconnus. C'était Venise dont mes efforts pour la décrire et les prétendus instantanés pris par ma mémoire ne m'avaient jamais rien dit, et que la sensation que j'avais ressentie jadis sur deux dalles inégales du baptistère Saint-Marc m'avait rendu avec toutes les autres sensations jointes ce jour-là à cette sensation-là, et qui étaient restées dans l'attente à leur rang, d'où un brusque hasard les avait impérieusement fait sortir dans la série des jours oubliés. De même, le goût de la petite Madeleine m'avait fait sortir, m'avait rappelé Combray, mais pourquoi les images de Combray et de Venise m'avaient-elles, à l'un et l'autre moment, donné une joie pareille, à une certitude, et suffisante, sans autre preuve, à me rendre la mort indifférente. Tout l'effort du personnage d'Elstir, l'artiste peintre de la recherche, dont les théories ne sont autres que celles de Ruskin, ne consistait-elle pas à changer le regard qui interroge en une vision qui illumine ? Sa leçon devait produire de beaux fruits. L'illusion comme le rêve est chargée de façonner un autre réel, un réel intérieur que Proust, à sa suite,
considère comme plus vrai parce que l'artiste, entre-temps, s'est plu à dévoiler le sens caché des choses, ces choses qui se dissimulaient derrière les apparences trompeuses de la réalité. Mais revenons à Adèle Weil, morte depuis plus de 10 ans, et demandons-nous pourquoi est-ce une mère en deuil et si visiblement affligée que l'écrivain choisit de présenter dans son voyage littéraire, alors que la réalité du séjour à Venise fut sans doute l'un des moments les plus heureux de leur vie où mère et fils ont été le plus étroitement proches à travers leur travail en commun sur Ruskin. Oui, pour quelle raison cette rêverie solitaire s'achève-t-elle sous une treille assombrie et au bord d'une eau ténébreuse qui transmet des songes et funèbres murmures? Il est vrai que Venise, ville de mirages et d'illusions, surtout en ces années 1900 où tourisme et restauration n'étaient pas à l'ordre du jour, est le décor idéal pour une œuvre qui tente d'éclairer la nuit du monde et de l'âme, et dont l'auteur est un homme qui a perdu tous ceux qu'il aimait, et après avoir été le prisonnier de ses amours, l'est désormais de son œuvre. D'autant qu'au chagrin de la mère disparue, comme a disparu l'Albertine du roman, s'ajoute le remords de la mère profanée et comme chez Dostoïevski, la dialectique de la faute et de l'expiation qui ne trouvera sa délivrance que dans l'œuvre rédemptrice. Proust se blâmait sans doute des pensées incestueuses qu'il avait pu avoir à l'intention de sa mère et se reprochait inlassablement les soucis qu'il lui avait causés par sa paresse et l'inquiète tendresse qu'il lui avait inspirée. Ce désir de punition est déjà visible dans Sodome et Gomorrhe et se précise encore davantage dans La fugitive. Écoutons-le. Le soleil continuait de descendre. Ma mère ne devait pas être vraiment bien loin de la gare. Bientôt elle serait partie. Je serais seul à Venise, seul avec la tristesse de la savoir peinée par moi et sans sa présence pour me consoler. L'heure du train s'avançait. Ma solitude irrévocable était si prochaine qu'elle me semblait déjà commencer et totale, car je me sentais seul. Les choses m'étaient devenues étrangères, je n'avais plus assez de calme pour sortir de mon cœur palpitant et introduire en elle quelque stabilité. La ville que j'avais devant moi avait cessé d'être Venise. Sa personnalité, son nom me paraissaient comme des fictions mensongères que je n'avais plus le courage d'inculquer aux pierres. Les palais m'apparaissaient réduits à leur simple partie et quantité de marbre pareilles à toutes aux autres, et l'eau comme une combinaison d'hydrogène et d'azote éternelle, aveugle, antérieure et extérieure à Venise, ignorante des Doges et de Turner. Et cependant, ce lieu quelconque était étrange, comme le lieu où on arrive et qui ne vous connaît pas encore, comme un lieu qu'on a quitté et qui vous a déjà oublié. Je ne pouvais plus rien lui dire de moi, laisser rien de moi se poser sur lui. Il me contractait sur moi-même. Je n'étais plus qu'un cœur qui battait et une attention qui suivait anxieusement le développement de Sole mio. J'avais beau raccrocher désespérément ma pensée à la belle courbe caractéristique du Rialto, il m'apparaissait avec la même médiocrité de l'évidence, comme un pont, non seulement inférieur, mais aussi étranger à l'idée que j'avais de lui, qu'un acteur dont, malgré sa perruque blonde et son vêtement noir, nous savons bien qu'en son essence il n'est pas Hamlet. Et un peu plus loin, si bien que ce bassin de l'Arsenal, à la fois insignifiant et lointain, me remplissait de ce mélange de dégoût et d'effroi que j'éprouvais la première fois que, tout enfant, j'accompagnais ma mère au bain de Ligny et où, dans ce site fantastique d'une eau sombre que ne couvrait pas le ciel ni le soleil, et que cependant, borné par des chambrettes, on sentait communiquer avec d'invisibles profondeurs couvertes de corps humains, je m'étais demandé si ces profondeurs, cachées aux mortels par des baraquements qui ne les laissaient pas soupçonner de la rue, n'étaient pas l'entrée des mers glaciales qui commençaient là, et dans lesquelles les pôles étaient compris, et si cet étroit espace n'était pas la mer libre du pôle, et dans ce site solitaire, irréel, glacial, sans sympathie pour moi, où j'allais rester seul,
le chant de Sole Mio s'élevait comme une déploration de la Venise que j'avais connue et semblait prendre à témoin mon malheur. Et de pages plus loin, on lit encore ceci. Ma mère devait pas être loin de la gare. Bientôt elle serait partie. Et c'était déjà la Venise, je resterais sans elle, qui s'étendait devant moi. Ainsi Venise aura-t-elle eu le pouvoir d'initier l'œuvre, puis de la clore, après que son auteur ait fait l'expérience ô combien difficile et souvent cruelle d'un monde, le sien et celui des Guermantes qui se noient dans les artifices et les douleurs, ainsi que Venise dans ces eaux ténébreuses d'où les brouillards montent comme de la cendre humide. Proust a prêté volontairement aux dernières pages de son roman l'atmosphère qui fut celle de la Venise nocturne qu'il parcourut seul, en quête de ses plaisirs et de ses inquiétudes. Monde qui s'enfonce lentement dans la mort, mais que la plume de l'écrivain ressuscitera comme un éternel printemps, ainsi qu'il le fera du jardin de Combray, du baiser maternel, du tintement ferrugineux de la petite cloche et de ce passé qui descendait si loin. Car comment sauver de l'oubli les êtres aimés et les personnages fictifs et les lieux, les saveurs, la beauté? Comment donner sens et forme à la vie qui ne fait que passer? Comment enfermer ou plutôt circonscrire dans une enceinte les êtres qui s'empressent à nous fuir, les choses qui se plaisent à nous quitter? Par quels moyens? Le seul possible, la transmutation littéraire. Aussi, pour goûter plus parfaitement les impressions qui nous atteignent, l'écrivain nous invite-t-il à les rendre plus claires jusque dans leur profondeur. La recherche n'est autre qu'une œuvre de survie. Proust n'a-t-il pas proclamé à plusieurs reprises que tout devait revenir, le fleuve à sa source, l'homme à son enfance? Mais comment y parvenir, sinon en se perpétuant, ce qui est de toute évidence la meilleure façon de se consoler du chagrin d'être, aurait dit le philosophe et moraliste roumain Émile Michel Cioran. Aussi l'œuvre a-t-elle ce privilège immense, qu'elle soit de pierre ou de mots, de permettre à l'auteur d'échapper à l'écoulement et à l'effritement de ce qui l'entoure, en visant à l'ordre le plus construit et à l'architecture la plus rigoureuse, conclusion de ce que la leçon de Venise fut pour l'incomparable écrivain du temps perdu et retrouvé.